Classe de première, la loi binomiale et les coefficients binomiaux. Bonjour, pour vous expliquer la loi binomiale, j'ai commencé par vous fabriquer ce petit disque. Il est partagé en 5 secteurs égaux. Il y en a 3 bleus qui sont marqués S comme succès et 2 rouges qui sont marqués S bar comme non-succès. Et un non-succès, on appelle ça un échec. Alors, on va faire ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui a seulement 2 résultats possibles, succès ou échec. Et ici, si on fait une épreuve de Bernoulli avec cette petite roue-là, donc c'est-à-dire qu'on la fait tourner et on regarde sur quel secteur on s'arrête, on la fait tourner au hasard, vous comprendrez sans problème qu'on va obtenir un succès dans 3/5 des cas et un échec ou un non-succès dans 2/5 des cas. Si on étudie x, la variable aléatoire qui donne le nombre de succès à cette expérience, et qu'on veut écrire sa loi de probabilité, alors combien peut-on avoir de succès pour une telle expérience, 0 ou 1? Quelle est la probabilité que x soit égal à xi, que x soit égal à 0? Ici on a une probabilité de 2/5 pour n'avoir aucun succès. Et 2/5, ça fait 4/10, ça fait 0,4. Là je vous ai choisi un cas où on pouvait écrire des nombres décimaux, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent les nombres décimaux à des fractions. Mais bon, toutes les fractions ne sont pas convertibles en décimales. Et quelle est la probabilité d'avoir un succès? Elle est de 3/5. Ou encore 6/10, c'est-à-dire 0,6. Ici, on a réalisé une épreuve de Bernoulli de paramètres 3/5 ou 0,6. En fait, son paramètre à l'épreuve de Bernoulli qui a 2 résultats possibles, c'est la probabilité d'avoir un succès. Donc une épreuve de Bernoulli de paramètre P, c'est une expérience aléatoire qui ne peut avoir que 2 résultats, succès ou non-succès, et son paramètre P, c'est la probabilité d'obtenir un succès. La variable aléatoire x, comme celle que nous venons de voir, qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec, s'appelle une variable de Bernoulli. Sa loi de probabilité, quant à elle, s'appelle une loi de Bernoulli. Elle est donnée par le tableau suivant, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas si on remplace les xi par k. En fait, petit k, dans toute cette leçon, ce sera le nombre de succès. Donc la probabilité pour que x soit égal à 0, elle est de 1 moins p, pour qu'il y ait 0 succès, et la probabilité pour qu'il y ait un succès, elle est de p. L'espérance de cette variable, elle est de p. On rappelle que l'espérance est une notion de gain moyen. Et sa variance, qui est un indicateur de dispersion, elle est égale à p facteur de 1 moins p. Maintenant, que va-t-on appeler un schéma de Bernoulli de paramètres n et p? Ça va être la succession de n épreuves de Bernoulli qui sont toutes de paramètres p, c'est-à-dire des épreuves qui peuvent avoir pour résultat succès ou échec, et avec une probabilité de p d'avoir un succès. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ici un schéma de Bernoulli où on va répéter 4 fois la même expérience. Il faut bien que ce soit la même et que les 4 soient indépendantes les unes des autres. Alors, on va faire première expérience, deuxième expérience, troisième expérience et quatrième expérience. Et on va construire l'arbre. Pour la première expérience, on peut donc obtenir soit un succès avec une probabilité de 0,6, soit un échec avec une probabilité de 0,4. Deuxième expérience, on peut obtenir, si on a déjà eu un succès, soit un deuxième succès avec une probabilité de 0,6, soit un échec avec une probabilité de 0,4. Si notre exemple c'était un schéma de Bernoulli de paramètres 2 et 0,6, on s'arrêterait ici. Et on aurait quoi comme résultat? On aurait 0,6 fois 0,6
de probabilité d'obtenir 2 succès. Moi, je vais quand même le faire avec n égale 2 pour commencer, juste pour vous montrer. Si on donnait la loi de probabilité de cette expérience avec x qui va être le nombre de succès obtenus. Donc on peut avoir combien de succès? Soit 0, soit 1, soit 2. Avec quelle probabilité? La probabilité d'avoir 0 succès, c'est quand on prend cette branche-là, et c'est donc 0,4 que multiplie 0,4, à savoir 0,4 au carré. Quelle est la probabilité d'obtenir un seul succès et un échec? Et bien là, on a 2 branches possibles, soit d'abord succès puis échec, soit d'abord échec puis succès. Et ça, ce sont 2 issues incompatibles. Donc on peut additionner leurs probabilités pour savoir quelle est la probabilité d'avoir un succès. Donc on va avoir la probabilité, je vais vous l'écrire, d'avoir un seul succès, que x soit égal à 1. Elle va être égale à celle de ce chemin, c'est-à-dire 0,6 fois 0,4, plus celle de ce chemin, c'est-à-dire 0,4 fois 0,6. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ces 2 chemins, la probabilité, elle est la même. Et qu'il nous suffit de l'écrire en disant qu'il y a 2 chemins qui ont tous les deux une probabilité de 0,6 fois 0,4. Donc ici, la probabilité d'avoir un succès et un seul, elle est de 2 que multiplie 0,6 que multiplie 0,4. Et enfin, quelle est la probabilité d'avoir 2 succès? Eh bien, il y a un seul chemin, donc ça serait 1, parce que, en fait, ce qu'on va prendre l'habitude de mettre, c'est le nombre de chemins, une fois 0,6 au carré. Eh bien, ici, on a établi ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n égale 2 et p égale 0,6. C'est la loi qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Alors, on continue, on voit ce qui se passe si on monte à n égale 3. Ça veut dire qu'après ces 2 premières expériences, on fait encore tourner ma petite roue. Et on regarde si à la 3e expérience, on obtient un succès ou un échec. Et maintenant, on essaie de faire notre tableau qui va nous donner la loi binomiale pour 2 paramètres n égale 3 et p égale 0,6. Pour plus de lisibilité, je vais la faire verticalement. C'est vrai que d'habitude, on le fait horizontalement, ce tableau. Donc là, ce sont les xi, et là, c'est la probabilité pour que x soit égal à xi, sachant que x, c'est toujours le nombre de succès. Alors, dans 3 expériences, on peut avoir soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès, soit 3 succès. Et pour cela, on va compter les branches qui vont mener à chacun de ces résultats. Alors, on a une seule branche qui nous mène à 0 succès, donc 1, que multiplie 0,6 à la puissance combien? Eh bien, il n'y a pas de 0,6 là-dessus, donc ça va être 0,6 à la puissance 0, que va multiplier 0,4, lui, à la puissance 3. Il faut se souvenir, et là j'ai fait une leçon sur les puissances qui le rappelle, que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Alors pourquoi je me suis embêtée à vous écrire le 1 fois 0,6 puissance 0 fois 0,4 puissance 3, alors qu'il aurait suffi que je vous écrive le 0,4 puissance 3? Eh bien c'est parce que c'est là que vous allez aller voir la fameuse formule qu'il va falloir retenir pour trouver la probabilité pour chacune des valeurs de x dans la loi binomiale. Donc une branche qui a 0,6 puissance 0 fois et 0,4 puissance 3. Quelle est la probabilité d'avoir un succès? Alors on a combien de branches possibles pour ça? On a succès, échec, échec, une branche. Ensuite, échec, succès, échec, 2 branches. Succès, succès, échec, 3 branches. Donc cette fois, on a 3 branches qui vont chacune avoir 0,6. Cette fois, les 0,6, quand il y a un seul succès, c'est à la puissance 1.
et multiplié par 0,4, cette fois comme il y aura 2 échecs à la puissance 2. Ensuite, quelle est la probabilité d'avoir 2 succès? Succès, succès, échec, il y a un chemin. Succès, échec, succès, 2 chemins. Et échec, succès, succès, 3 chemins, 3 possibilités. Donc là, on va avoir 3 que multiplie 0,6 cette fois à la puissance 2, puisque quand on prend un chemin comme ça, on en rencontre 2 fois la multiplication par 0,6. Multiplié par 0,4 à la puissance 1. Et enfin, quelle est la probabilité d'avoir 3 succès? Il n'y a qu'un chemin qui mène aux 3 succès, c'est 1 fois 0,6 puissance 3 fois 0,4 puissance 0. Et vous allez voir que quand on va augmenter le nombre d'expériences, c'est bien à chaque fois on va se retrouver avec un petit tableau comme ça, avec des coefficients ici qu'on va appeler les coefficients binomiaux, qui vont nous donner le nombre de chemins. Donc je me demande si c'est bien la peine que je monte jusqu'à 4. Allez, on essaie de monter jusqu'à 4 pour voir ce qui change. Alors cette fois-ci, si je fais une 4e expérience, c'est-à-dire que je vais encore une fois proposer succès-échec à l'issue de la 3e expérience. Donc là, ça nous fait beaucoup de chemins à envisager. Donc ici, on passe à n égale 4. Qu'est-ce qui va changer dans notre tableau ici? Eh bien d'abord les coefficients, qui vont nous donner le nombre de chemins, et ensuite les puissances. Alors nous avons un seul chemin qui nous mène à 4 échecs, à 0 succès. Donc c'est 1 fois 0,6 fois 0,4 puissance 4, la probabilité. Maintenant, combien de chemins vont-ils mener à 1 succès et 3 échecs? Eh bien, ça revient à la même chose que se demander dans 4 tirages à quel moment peut être notre succès. Est-ce que le succès va être en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième? Combien y a-t-il de manières? Combien y a-t-il de chemins en fait possibles? C'est combien y a-t-il de manières de caser un jeton S dans 1, 2, 3, 4. Donc il va y en avoir 4. Il va y avoir le premier chemin qui va être succès, échec, échec, échec. Le deuxième qui va être échec, succès, échec, échec. Le troisième qui va être échec, échec, succès, échec. Et le quatrième qui va être échec, 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 succès. Donc ici, notre coefficient, il va être de 4. Notre coefficient dit binomial. Maintenant, pour savoir combien il y a de chemins qui mènent à 2 succès et 2 échecs, eh bien, on va se demander de combien de manières on peut placer 2 succès parmi 4 expériences. C'est ce qu'on appelait calculer le nombre de combinaisons. Et ce nombre-là, le coefficient binomial, qu'on est en train de rechercher, le nombre de chemins, c'est comment on va placer 2 parmi 4. Alors il est noté comme ça dans vos programmes. Moi, quand j'étais en terminale et en première, on l'appelait le nombre de combinaisons de 4 dans 2 avec un grand C. Mais bon, visiblement, cette notation a été abandonnée, donc maintenant on le note entre parenthèses 2 parmi 4. Alors, combien y a-t-il de manières de placer 2 parmi 4? D'abord, on peut les placer pour les 2 premières expériences, les succès, 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 échec, échec. Ça fait une. On peut les placer en 1 et en 3, succès, échec, succès, échec. On peut les placer en 1 et en 4, c'est-à-dire succès, échec, échec, succès. Donc ça nous en fait 3. Après, on peut les placer en 2 et en 3. Ça va nous donner échec, succès, succès, échec. Ça nous en fait un 4e chemin. En 2 et en 4, échec, succès, échec, succès. Et enfin, en 3 et en 4, échec, échec, succès, succès. Donc, notre coefficient binomial 2 dans 4, il est égal à 6. Et c'est lui qu'on va mettre ici dans le tableau de la probabilité pour que x soit égal à 2. Ensuite, on va chercher par quoi il faut multiplier 0,6 puissance 3 et 0,4 puissance 1 pour obtenir exactement 3 succès. Eh bien, les 3 succès, on peut les placer comme ceci. En fait, bon, il suffit de donner une case où il y a l'échec.
ou comme cela, ou comme cela, ou comme cela. Donc vous allez en avoir 4 exactement. Donc votre coefficient binomial 3 parmi 4, il va être égal à 4. Et enfin, combien on va avoir de manières de placer 4 succès exactement? Il n'y en a qu'une seule, et ça va nous donner cette branche-là. Donc finalement, la probabilité d'avoir 4 succès, elle sera de 1 fois 0,6 puissance 4, puisqu'on a 4 succès, fois 0,4 à la puissance 0. Et tout nombre élevé à la puissance 0 fait 1. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir avec mon histoire de loi binomiale. Donc là en fait, ça veut dire que le coefficient 4, 4, il est égal à 1. Et sachant cela, je peux déjà vous parler des petites règles de calcul qu'on a pour ces coefficients binomiaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que compter les succès ou compter les échecs, en fait, ça revenait au même. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une symétrie. La probabilité d'avoir 4 échecs ou 4 succès, elle va se calculer avec le même coefficient binomial de 1. Après, la probabilité d'avoir un succès ou un échec, le coefficient binomial sera de 4, il y aura 4 chemins dans les deux cas. Donc ce qu'on peut en déduire de cela, c'est que 0 parmi 4, c'est pareil que 4 parmi 4, et ça fait 1. La probabilité d'avoir 0 succès ou 4 succès, le nombre de chemins pour avoir 0 succès ou 4 succès, il est le même, il est de 1. Le nombre de chemins pour avoir 1 succès parmi 4, c'est le même que le nombre de chemins pour avoir 3 succès parmi 4, et il est toujours de 4. Et après, le nombre de chemins pour avoir 2 succès parmi 4, on a vu qu'il était de 6, et on va voir comment on peut calculer ce coefficient. Donc la règle générale qu'on peut établir, c'est que à chaque fois, 0 parmi n ou n parmi n, il n'y a qu'un seul chemin, ça vaut toujours 1. Et ensuite que 1 parmi n ou n-1 parmi n, ça vous donnera toujours n. Et comme il y a symétrie dans notre tableau, eh bien, en règle générale, quand vous avez k parmi n, ça sera toujours égal à n-k parmi n. Pourquoi? Parce que si k est le nombre de succès, eh bien, il y a autant de chemins qui mènent à k échecs, et n-k, c'est le nombre d'échecs quand il y a k succès. Alors, ces coefficients binomiaux, quels sont-ils et comment peut-on les calculer? On peut déjà les calculer à partir de ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc le triangle de Pascal, c'est aussi celui qu'on utilise quand on développe a plus b d'abord à la puissance 2 qui va nous donner a carré plus 2ab plus b carré, ou a plus b à la puissance 3 qui va nous donner a puissance 3 plus 3. Alors là on descend la puissance de a de 1, on monte celle de b de 1, oui, plus 3 a b carré plus b au cube. Ben oui, je vous montre comment vous pouvez développer aussi a plus b puissance 4. Bien, ça sera a puissance 4 plus, alors après le coefficient binomial c'est les mêmes que le nombre de chemins qu'on a trouvé tout à l'heure. 4, je descends de 1 ma puissance pour a, je monte de 1 celle de b, plus 6 la puissance de a, je la descends de 1, la puissance de b je la monte de 1, plus 4 la puissance de a, je la descends de 1, et celle de b je la monte, et ainsi de suite. Le problème, c'est comment je fais pour trouver ces coefficients-là, qui sont les coefficients binomiaux. Celui-ci, par exemple, c'est le coefficient de 3 parmi 4. Celui-ci, donc c'était 1, c'était le coefficient de 4 parmi 4. Ici, c'est le coefficient de 2 parmi 4. Et ici, c'est le 1 parmi 4 qui est le même que le 3 parmi 4. Et ici, c'est le 0 parmi 4 qui est le même que le 4 parmi 4. Alors, pour les trouver les premiers, on fait un petit triangle de Pascal. Eh bien, quand c'est que a plus b, on a un a plus un b.
Ensuite, quand on développe a plus b au carré, eh bien on a 1a carré plus 2ab plus b carré. Donc les coefficients du côté, ça reste 1. Et au milieu, vous faites la somme de ces deux-là. Et vous obtenez 2, parce que si on développait a plus b carré avec la distributivité double, vous feriez a plus b facteur de a plus b, ça vous donnerait a carré plus ab plus un autre ab, le ba, ab ou ba, plus b carré. Et donc là, il y en aurait 2, exactement comme nos chemins qui menaient à un seul succès quand on faisait 2 tirages avec ma petite roue. Donc si on fait 2 tirages, on obtient ces coefficients-là. Après, on continue. À chaque fois, on fait la somme. On met les 1 sur le côté, on fait la somme des 2 autres. Donc pour 3 tirages, nos coefficients binomiaux sont 1, 3, 3, 1. Pour 4 tirages, nos coefficients binomiaux sont 1, 4, 6, 4. C'est ce qu'on a trouvé en comptant les chemins. Et qu'est-ce qui se passerait si on montait à 5, si on faisait une 5e expérience? Eh bien ici on aurait 5, 10, 10 et 5. Donc qu'est-ce que c'est que ces coefficients binomiaux là? Lui c'est 0 parmi 5. Oui, parce qu'on peut commencer par compter les échecs. 0 parmi 5, lui 1 parmi 5, lui 2 parmi 5, qui est égal à 3 parmi 5, qui est égal à... Alors celui-là, le 4 parmi 5, il est égal au 1 parmi 5, et le 5 parmi 5, il est égal au 0 parmi 5. Et on pourrait continuer comme ça, avec les coefficients pour 6 tirages, qui nous ferait 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si on a une loi binomiale de coefficient n égale 6 et p égale, on va reprendre 0,6 de tout à l'heure, moi je voudrais savoir quelle est la probabilité d'avoir combien de succès? D'avoir exactement 3 succès. Donc s'il y a 3 succès, c'est qu'il y a 3 échecs aussi. Eh bien la probabilité d'avoir 3 succès, ça sera le coefficient binomial 3 parmi 6, que multiplie la probabilité d'un succès à la puissance 3, que multiplie la probabilité d'un échec. Alors s'il y a 3 succès et qu'il y a 6 tirages, ça veut dire qu'il y a aussi 3 échecs à la puissance 3 aussi. Et que vaut notre coefficient binomial 3 parmi 6, 0, 1, 2, 3, il est de 20. Et quelle serait la probabilité d'avoir exactement 4 succès? Eh bien 0, 1, 2, 3, 4 succès, elle serait de 15. Que multiplie 0,6 à la puissance 4, puisqu'il y aurait 4 succès, et que multiplie 0,4 à la puissance 2, puisqu'il y aurait 2 échecs. Alors attention, si le coefficient binomial il est le même pour 4 succès et pour 4 échecs, par contre la probabilité elle n'est pas la même, puisque la probabilité d'un succès elle est de 0,6, alors que la probabilité de l'échec elle est de 0,4. La probabilité pour que x soit égal à 2, ça serait toujours 15, sauf que là le 0,6 il serait à la puissance 2, et le 0,4 il serait à la Puissance 4. Donc tout cela pour vous faire arriver à comprendre la formule générale qui va nous donner la loi binomiale lorsqu'on a un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Donc cette formule, elle nous dit que dans un schéma de Bernoulli de paramètres n, où n c'est le nombre de tirages, et p où p c'est la probabilité d'un succès à chaque tirage, la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès obtenus suit ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p, qu'on note b, np. Et si on a envie donc de faire le tableau de cette loi binomiale, on ferait varier k entre 0 et n, et on calculerait à chaque fois la probabilité pour que x soit égal à k. Donc quelle serait la probabilité pour que x soit égal à 0? Elle serait égale à 0 succès dans n que multiplie p puissance le nombre de succès, c'est-à-dire 0, que multiplie 1 moins p. Alors 1 moins p, on peut lui donner un petit nom, on peut l'appeler q. Ça ira plus vite de l'appeler q à la puissance n. Là, la probabilité d'avoir un succès exactement, ça serait 1 dans n
multiplié par p puissance 1 multiplié par q puissance n-1. La probabilité d'avoir 2 succès exactement, ça serait 2 dans n multiplié par p puissance 2 multiplié par q puissance n-2. Et tout ça pour arriver à probabilité pour avoir n succès. Le coefficient c'est n dans n. N dans n, on se souvient qu'il fait 1, comme 0 dans n. P, la probabilité d'avoir un succès à la puissance n, puisqu'on a n succès, fois q à la puissance, on a 0 échec, 0. Donc, elle nous dit, cette formule, que quel que soit k appartenant à l'intervalle entier, pour les entiers, je mets une double barre aux bandes de l'intervalle. Ça vous indique que k, en fait, c'est que les entiers entre 0 et n. Quel que soit k entre 0 et n, la probabilité pour que x soit égal à k, elle sera, eh bien, le coefficient binomial n de k parmi n, multiplié par p puissance le nombre de succès, donc ici c'est k qui nous compte le nombre de succès, multiplié par q puissance le nombre d'échecs, et le nombre d'échecs, et bien puisqu'il y a k succès, il y a n moins k échecs. Ici j'ai donc fait varier un entier k entre 0 et n. Alors vous allez peut-être me dire c'est bien joli tout ça, mais comment je fais pour calculer le coefficient binomial 7 parmi 10 J'ai quand même pas envie de me tartiner tout le triangle de Pascal jusqu'à 10. Alors nous allons demander à nos calculatrices de calculer ce coefficient. La Casio. 1. On va aller sur la touche Options et se déplacer avec F6 jusqu'à trouver l'onglet Proba. Il est là, en F3. Et l'onglet Proba, on nous propose factoriel x, NPR, NCR et Randomize. Alors, ce qui va nous donner le coefficient binomial, on l'appelle aussi le nombre de combinaisons, puisque c'est le nombre de manières de placer R coefficient dans N, donc on va utiliser NCR. On va rentrer le nombre total, on clique sur le nombre de combinaisons et on veut combien? Il y en a 7 parmi 10, et il nous dit il y aura 120 chemins qui mèneront à 7 succès parmi 10 épreuves. Avec la TI, il faut aller sur le menu Maths. Il faut lui demander probabilité. Alors c'est là-bas au bout, probabilité. Et on a Randomize, NPR, NCR et factoriel comme sur la Casio. Donc on va aller sur NCR. Ah, il fallait d'abord écrire le 10, puis le NCR, puis le 7. Alors je fais un clear, donc je fais le 10. Je vais sur Maths, je vais sur Proba, je clique sur 3 pour avoir le NCR, 7, et il nous donne 120, ça c'est sur la TI 82. Et sur la TI 83, donc je vais taper 10, je vais dans le menu Maths, je me rends avec les flèches sur Proba, et là nous avons nombre aléatoire en 1, arrangement en 2, combinaison en 3, donc c'est 3 combinaisons qui nous intéressent. Et ici je mets 7 et j'espère obtenir aussi 120. Gagné! Petite parenthèse pour ceux qui seraient curieux de savoir comment on faisait dans l'Antiquité. Oui, non, pas dans l'Antiquité, quand moi j'étais élève au lycée et que j'avais cette superbe calculatrice dernier cri sortie en 1991 qui s'appelait la calculatrice Casio. Et bien pour les coefficients binomiaux, on avait une formule de calcul. Alors à l'époque 6,4 par exemple, on le notait le nombre de combinaisons de 4 parmi 6 et on le calculait en faisant factoriel 6 divisé par factoriel 4 factoriel 2. Pourquoi? Parce que c'était quoi comme formule? C'était la formule CNP. CNK on va mettre, puisque c'est K, factoriel K factoriel N moins K. Alors si N vaut 6 et que K vaut 4, eh bien factoriel 6 sur factoriel 4 et factoriel 2, puisque factoriel 6 moins 4 c'est factoriel 2.
C'est quoi déjà factoriel? Eh ben, c'est quand vous multipliez tous vos nombres 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Non, nous on faisait des calculs comme ça dans nos copies. Donc celui-là c'est le factoriel 6. Le factoriel 4, je vais le mettre en couleur fois 2 puis fois 1, hein, en toute logique. C'était 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et le factoriel 2, c'était égal à 2 fois 1. Alors après, il fallait simplifier. Alors le 6, il se simplifie avec le 3 fois 2, le 4 avec le 4, le 2 fois 1 avec le 2 fois 1. Qu'est-ce qui reste? 15. Ah bah oui, mon 6, 4 parmi 6, il est bien égal à 15. Donc voilà, si toutefois vous aviez oublié où était votre touche sur la calculatrice pour calculer votre coefficient binomial, donc maintenant on note avec le 6 en haut et le 4 en bas entre parenthèses, vous avez cette formule factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Bon, pour le moment, c'est pas très concret parce qu'on n'a calculé aucune probabilité concrètement. Je vous propose, pour nous représenter les choses, d'aller dans un tableur. Dans une première colonne, donc je vais mettre mes coefficients k. Donc on va repartir avec notre petit trou et avec cette probabilité de 0,6 d'avoir le succès et de 0,4 d'avoir l'échec. On a donc comme possibilité pour le nombre de succès, on va de 0 à 4. Dans la deuxième colonne, je vais calculer les probabilités pour que x soit égal à k. Alors ici, pour la calculer, je vais d'abord le faire avec le coefficient binomial, comme dans la formule. Donc je vais demander égal combine, comme nombre de combinaisons. Alors il faut indiquer d'abord le nombre total de tirages, là ici c'est 4, point virgule. Le nombre de succès, notre k, donc là notre k, comme on est dans B2, il est contenu dans A2. Ensuite, que multiplie 0,6 à la puissance A2, puissance k, que multiplie 0,4, probabilité d'un échec, à la puissance n-k, à savoir 4 moins A2. Donc concrètement, notre probabilité d'avoir 0 succès à ce tirage est allée de 0,0256. Je recopie ma formule vers le bas et là j'obtiens les probabilités d'avoir un succès et un seul de 3 ou 4. On vérifie que la somme des probabilités fait bien 1, comme dans notre formule de probabilité totale. Bon, on lui demande quelle est la somme de toutes ces probabilités-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Hurrah, ça fait 1. Je vous propose de faire un petit graphique pour voir à quoi ça ressemble. Donc je sélectionne mes deux premières colonnes. Je vais sur le graphique, insérer un diagramme. Alors pour l'instant, c'est un diagramme en bâton, mais il y a à la fois les k et les p de x égale k qui sont représentés. Je vais lui demander donc une série de données en colonne, avec la première ligne comme étiquette, mais aussi la première colonne comme étiquette, voilà. Et là, on a un aperçu des probabilités pour avoir 0 succès, 1 succès et un seul, 2 succès exactement, 3 succès exactement, vous voyez, c'est la même chose à peu près, et 4 succès. Donc voici le diagramme que ça nous donnerait pour 4 tirages. Mais tant qu'on est sur le tableur, profitons-en pour imaginer d'aller jusqu'à 20 tirages. Je vais prolonger ma colonne pour aller jusqu'à k égale 20. Et ici, il faut que je change la formule en remplaçant les 4 par des 20. Ça, avoir ma leçon sur les puissances, pour savoir ce que ça veut dire, c'est 1,09951 E moins 0,8, ça veut dire fois 10 puissance moins 8. Je recopie vers le bas. On pourrait vérifier que la somme de nos probabilités fait toujours 1. Ouais, ça fait toujours 1. Et après, pour voir le diagramme, je sélectionne tout cela. Je demande l'insertion d'un diagramme. Alors comme tout à l'heure, je lui demande la première colonne comme étiquette. Et regardez la forme qu'il a ce diagramme, parce que cette forme en forme de cloche, c'est aussi ce que vous allez retrouver pour la loi normale.
Et la bande la plus haute, ça va être notre mode, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente qui est prise. Donc sur 20 tirages, on a le plus de chances d'avoir exactement 12 succès, avec une probabilité de 18% environ. D'ailleurs ici, le mode correspond exactement à l'espérance. L'espérance de notre loi binomiale, elle est égale à NP, ici avec N égale 20 et P qui est égal à 0,6, et 20 fois 0,6, ça fait 12. D'ailleurs, je lis sur Wikipédia que dans le cas où NP est un nombre entier, comme ici, la médiane et le mode et la moyenne sont égales à NP. Mais remarquez, il y avait encore plus simple que de rentrer le coefficient binomial que multiplie P puissance K fois Q puissance N moins K, puisqu'on avait une fonction dans le tableur qui est carrément la fonction loi binomiale. P pour X égale K égale loi point binomial, ça nous indique ici ce qu'il faut entrer comme valeur, loi point binomial. J'ouvre la parenthèse. Alors, il faut d'abord mettre X, donc c'est nos K qu'il faut mettre, donc A2, point virgule. Après, il faut donner le nombre de tentatives, donc ici c'était 20. Ensuite, point virgule, la probabilité d'un succès, c'est-à-dire 0,6. Et point virgule, alors ça, ce paramètre C, je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Ah si, c'est marqué. Il signifie cumulative. Ah oui, c'est parce que si on met 0, ça nous donne la probabilité individuelle, mais si on met 1, en fait, ça les cumule. Donc pour l'instant, on calcule la probabilité individuelle et on met 0. Et après, je vois que j'ai exactement les mêmes résultats. Je recopie vers le bas. Donc on avait déjà la formule loi binomiale. Donc ce qui peut être intéressant, c'est justement de regarder ce que ça donne en cumulatif. Là, ça va être par la probabilité pour que X soit inférieur ou égal à K. Celle qui est en cumulative. Donc là, je vais rentrer égal, loi.binomial. Alors, toujours la même chose, à savoir A2,20, point virgule. Point virgule 20, point virgule 0,6. Mais là, je vais rentrer 1 en quatrième valeur. Alors pour la première, c'est normal, mais après, ça va nous faire comme quand on fait les effectifs cumulés croissants. Ici, ça va être les probabilités cumulées croissantes. Donc vous voyez ici, dans cette case-là, ça va nous additionner la valeur d'avant plus la valeur obtenue ici. Et si je les additionne, voilà, ça fait exactement comme quand je fais les effectifs cumulés croissants en statistique. Et bien sûr, la dernière valeur est 1 en effectif cumulatif, enfin en probabilité cumulative. Voilà donc comment on peut avoir une représentation de la loi binomiale avec un tableur. Récapitulons l'essentiel de cette vidéo. On a vu qu'une épreuve de Bernoulli de paramètre P, où P est un nombre compris entre 0 et 1, est une expérience aléatoire à deux résultats possibles, succès et échec, tels que le succès a la probabilité petit p de se produire. L'échec ou non-succès a alors la probabilité 1-p de se produire. Notons la Q. Si je nomme x la variable aléatoire qui donne le nombre de succès à cette expérience, voici sa loi de probabilité. L'espérance de x vaut p et sa variance pq, comme du papier toilette. Son écart type est par suite racine de pq, puisque l'écart type c'est toujours la racine carrée de la variance. Quand on répète n fois la même épreuve de Bernoulli et que ces n épreuves sont indépendantes les unes des autres, c'est très important de justifier cette indépendance dans vos copies quand on vous demandera de prouver qu'on est bien en présence d'un schéma de Bernoulli. On va vous donner un problème avec une situation, il faudra prouver que les expériences sont indépendantes les unes des autres, il faudra le justifier pour pouvoir appliquer la loi binomiale. Eh bien, cette fois, on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli de paramètres petit n et petit p. Petit n est un entier naturel non nul qui est le nombre d'épreuves. Et P, c'est un réel de l'intervalle 0,1 qui est la probabilité d'obtenir un succès à chaque épreuve. Et la loi de probabilité que suit la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli s'appelle la loi binomiale de paramètres n et p,
et se note B de NP. Alors dans certains livres, le B il est en cursive et dans certains livres c'est une majuscule d'imprimerie. La formule qui nous permet de calculer la probabilité d'obtenir K succès dans un schéma de Bernoulli, c'est la formule P de x égale K parmi n, le coefficient binomial, multiplié par P puissance K, multiplié par Q puissance n-K. Cette loi binomiale a pour espérance NP, pour variance NPQ et pour écart type racine de NPQ. Un petit exemple pour bien nous mettre les idées en place. Une urne contient 12 boules blanches et 5 boules noires. Laquelle des expériences suivantes va être un schéma de Bernoulli et quels seront ses paramètres? Expérience numéro 1. On tire 6 boules au hasard de l'urne sans remise et on compte combien on obtient de boules noires. Expérience numéro 2. On tire 6 boules au hasard de l'urne mais en remettant entre chaque tirage la boule tirée et on compte encore le nombre de boules noires tirées. Alors laquelle des deux est un schéma de Bernoulli? Regardons la 1. Si on tire une première boule sans remise, eh bien la probabilité de tirer une boule noire au deuxième tirage, on va considérer que tirer une boule noire c'est l'événement succès, eh bien elle n'est pas la même que celle au premier tirage. Parce que au deuxième tirage, il n'y a pas le même nombre de boules blanches et noires qu'au premier. Et en plus, la probabilité de tirer une boule noire au deuxième, eh ben, ça dépend de la couleur de celle qu'on aura tirée en premier. Donc là, on n'est pas dans un schéma de Bernoulli, puisque dans un schéma de Bernoulli, il faut que les expériences soient indépendantes les unes des autres et que la probabilité d'un succès soit toujours la même. Dans l'expérience numéro 2, en revanche, puisqu'on remet la boule, on se retrouve au début du second tirage dans les mêmes conditions qu'au début du premier. Et pareil pour tous les tirages qui vont suivre. À chaque fois, on a une probabilité de 5 sur 17 de tirer une boule noire. On est donc en présence d'un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 6, c'est le nombre de tirages, et p égale 5 sur 17, puisque 5 sur 17, c'est la probabilité d'un succès pour chaque tirage. La variable aléatoire x qui comptera le nombre de boules noires tirées en tout sur les 6 tirages, eh bien, elle suivra la loi binomiale b de 6, 5 sur 17. Vous pouvez retenir qu'en général, les situations qui s'assimilent à des tirages avec remise sont des schémas de Bernoulli. Ce sont celles que vous allez le plus souvent rencontrer dans les problèmes de ce chapitre. Révisez bien vos formules et si vous voulez faire des exercices, rendez-vous sur le site letableunoir.net à la page des premières S au chapitre 10. D'ailleurs, il n'y a pas que des exercices, je vous ai déjà mis une fiche bachotage pour réviser vos connaissances. Donc le principe c'est de cacher la colonne de droite et de se la faire deviner en regardant les questions dans la colonne de gauche. Cette fiche concerne aussi l'échantillonnage et l'intervalle de fluctuation qui sont dans le même chapitre mais que je n'ai pas traité dans cette vidéo. Et vous avez plusieurs fiches d'exercices avec les corrigés. Entraînez-vous bien!